Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 30e conseil de la semaine. Merci pour vos beaux retours sur le 29e de la semaine dernière au sujet du pion arriéré. Je suis content de voir que beaucoup d'entre vous n'ont pas peur des vidéos longues pour travailler les échecs, au contraire. Mon objectif avec ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs. Dans cette vidéo, nous allons voir une partie d'amateurs sur le thème de la stratégie, en particulier de la prise de décision. Et vous avez les questions au-dessus de moi. Où est-ce qu'on doit jouer sur l'échiquier? Dans quel secteur? Qu'est-ce qu'on doit cibler? Des questions que l'on gagne à se poser quand on joue des parties. Je vois très souvent des amateurs qui ne se les posent pas, ce qui engendre de mauvaises décisions stratégiques. La vidéo au format quiz, je vous poserai un total de 12 questions pour vous tester. On terminera comme à l'habitude avec le à retenir et un exercice. Je refais le même avertissement que la semaine dernière du coup. Il est probable que cette vidéo ne soit pas courte. Je m'excuse par avance de vous offrir un cours complet gratuit vous permettant de travailler votre jeu. Notez que vous pouvez la regarder en plusieurs fois ou utiliser la fonctionnalité YouTube pour accélérer la lecture en multiplié par 1,25 ou 1,5. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture. On est parti, bon visionnage. Appliquez-vous sur les questions. N'hésitez pas à calculer votre score sur les 12 questions et à l'indiquer à la fin dans les commentaires de la vidéo. Alors nous avons un échiquier et le petit en-tête. Je crois que nous sommes en place. Alors, 12 questions qui vont arriver dans cette vidéo, dans cette partie, mon partie d'amateur qui a été jouée dans un tournoi lent en présentiel. Donc ça devait être une cadence de 1 heure plus 30 secondes par coup. J'en profite pour saluer les deux joueurs, Simon et Idriss. Voilà, je les salue tous les deux chaleureusement. Et on y va. Il y a eu D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3 et fou G7. E4, les blancs s'emparent du centre. Et D6, on est ici dans une défense est-indienne. Les noirs qui ont décidé d'utiliser l'est-indienne pour contrer le coup D4. Petite parenthèse pour ne pas confondre l'est-indienne et la pirque. Dans l'est-indienne, le pion est en C4. Dans la pirque, il serait en C2. Cavalier F3 de la part des blancs. La pirque qui se joue contre le coup E4, tandis que l'est-indienne contre le coup D4. Petit roc, on est dans les plus grands coups de la grande défense est-indienne, fou en E2, le coup classique de la part des blancs. Et ici, les noirs ont choisi le coup cavalier C6 plutôt que le coup classique E5. Donc typiquement, il pourrait se passer petit roc. Maintenant, cavalier C6 qui met une pression beaucoup plus grande sur le pion, ce qui peut pousser les blancs à pousser justement ce pion en D5. Le cavalier dispose cette fois-ci de la case E7 et on pourrait avoir typiquement par exemple la variante de la baïonnette avec B4, les blancs qui préparent des avancées sur l'aile dame tandis que les noirs vont enlever ce cavalier pour préparer la poussée F5 par exemple tour en E1 et pion en F5. On est dans une position très connue de la défense est-indienne. Mais dans cette partie, il y a eu cavalier C6. Pion D5, les blancs qui attaquent le cavalier qui revient sur la case départ. Petite parenthèse pour dire que souvent, c'est pas plus mal si on n'a pas trop de cases intéressantes de revenir au départ pour se redéployer correctement. C'est ce que font les noirs ici. Fou en E3 de la part des blancs. Pion en C5 a été joué. À noter que sur cavalier G4, qui est toujours une question à laquelle on doit répondre, et en tout cas on doit être prêt à affronter ce coup qui attaque le fou. Ce serait une très très bonne opération pour les noirs d'attraper ce fou avec le cavalier, j'en ai déjà parlé souvent, en particulier dans la vidéo sur le fianchetto. Donc les blancs qui doivent absolument conserver ce fou ici, ils joueraient certainement le fou en G5, qui est un coup classique. Après ça se complique un peu parce que les noirs peuvent attaquer ce fou avec pion H6 ou pion F6, et le fou repart en arrière, et le cavalier devra lui aussi repartir en arrière bientôt puisqu'il va se faire certainement chasser. Donc ça continue. Juste un petit truc que je voulais vous montrer ici, c'est sur fou D4 qui peut sembler une certaine logique pour échanger le fou en G7 qui est plutôt une belle pièce ici pour les noirs, elle a une belle diagonale. Et bien donc ça pourrait sembler logique. Et un très joli coup des noirs ici qui n'est pas forcément
trivial, eh bien c'est E5. On pourrait dire, mais c'est bizarre parce qu'on va bloquer le fou. Mais en fait, si on regarde très concrètement ce qui se passe, et déjà que c'est un jeu très concret, eh bien, on se rend compte que ici, les blancs sont un peu coincés, car ils n'ont pas du tout envie de revenir sur le 3 pour se faire attraper par le cavalier. Donc, c'est exactement l'échange qu'ils voulaient éviter. Le doublement des pions, c'est pas agréable non plus, mais c'est pas le problème. C'est plutôt la disparition du fou contre le cavalier. Et du coup, si on devrait prendre en passant ce qui n'était pas du tout le plan, parce que notre pion avancé en D5 était très intéressant, et après ça, eh bien, ma foi, la position n'est pas très claire, toujours sans doute un peu en faveur des blancs, mais ça c'est sérieusement compliqué. Alors, pion D5 qui a disparu, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Donc à noter, voilà, le coup E5 ici, plutôt sympa. Mais on n'est pas du tout là-dedans dans la partie, il y a eu pion C5. Cavalier en D2 joué de la part des blancs, qui évite justement ce fameux coup de cavalier G4. On aurait également pu utiliser le coup H3 qui est typique pour l'empêcher. Ça évite aussi le coup fou G4 qui pourrait parfois être une idée des noirs. Puisqu'on commence à se rapprocher d'un schéma de Benoni. Schéma de Benoni parce qu'il y a le pion sur C5 plutôt que le pion sur E5. On va en reparler dans cette vidéo. Et cavalier 2 a été joué par les blancs. Et qui donc empêche ce coup cavalier G4 notamment. Première question pour vous, donc je rappelle que vous aurez 12 questions, donc prenez des notes et puis surtout prenez votre temps pour y répondre. Donc première question, qui a l'avantage ici selon vous et pour quelle raison? Première question qui comporte deux questions en une en fait, puisque la deuxième moitié de la question c'est que faire avec les noirs? C'est un rapport avec la première réponse en fait. Donc je rappelle, première question, il y en a deux. C'est qui a l'avantage et pourquoi? Et que faire avec les noirs? N'hésitez pas à mettre la pause. Alors, l'avantage c'est pour les blancs, sans grande surprise, notamment parce qu'ils ont plus de pions au centre, enfin ils ont 2 pions au centre contre 0, si on fait un calcul mathématique. 2 pions dans le centre pour les blancs, on rappelle que le centre c'est les 4 cases centrales de l'échiquier, et puis les noirs ont 0 pions, alors ils ont 0 pions dans le centre, mais ils ont quand même un peu de contrôle central avec ces 2 pions, qui contrôlent 2 cases du centre. Cependant, les blancs ont plus d'espace, et en plus ils ont déjà sorti leurs 4 pièces mineures, certes ils n'ont pas roqué, mais ils pourraient roquer quand ils veulent, et donc l'avantage de développement, il est, on peut le relever, il n'est pas énorme, 4 coups contre 3 coups, 1, 2, 3. Il n'est pas énorme, et puis comme la position est relativement fermée, enfin elle est complètement fermée pour l'instant, il n'y a aucun pion qui a été capturé, l'avantage de développement ne va pas être quelque chose de trop fondamental. Par contre, c'est la question comment les deux joueurs vont sortir les pièces. Et c'est pas si facile pour les noirs de savoir pour l'instant comment ils vont développer leurs 2 pièces mineures de l'aile dame. Donc voilà, et alors qu'est-ce qu'ils devaient jouer les noirs? On pourrait donner 2 plans. Dans la partie, les noirs ont choisi un troisième, on pourrait dire, enfin, un troisième qui ressemble au deuxième, mais qui est moins bien réalisé. Il y a eu A6, alors oui, avec l'espoir plus tard de jouer pour B5. Ce qui est logique de jouer sur les ailes quand le centre est relativement bloqué, mais il n'est pas complètement bloqué pour l'instant. Et le coup le plus logique des noirs, c'est un coup de Benoni. Alors tous les joueurs de Benoni, ou tous les joueurs qui ont déjà vu des Benoni, ou qui jouent avec les blancs contre la Benoni, eh bien auront certainement reconnu le coup E6 ici, que le coup hyper classique. On attaque le centre, déjà, on attaque la force de l'adversaire. Alors ça, vous verrez dans le à retenir que je vais vous donner 4 stratégies pour trouver quoi faire, pour trouver que jouer. Alors je vous les donne pas, je vous les donner aussi à l'intérieur des réponses, des questions de la vidéo, au fur et à mesure. Donc là, c'en est une, c'est que la force des blancs, c'est le centre. Eh bien les noirs attaquent la force des blancs. Et en même temps, ils essaient de se dégager parce qu'ils sont quand même serrés. On va voir que ça va être aussi un thème de la partie. Et donc quand on fait E6 avec les noirs, on projette de prendre, ça va déjà ouvrir une colonne semi-ouverte pour la tour, ou ouverte si les blancs reprennent de E, semi-ouverte s'ils prennent de C. Ou du cavalier, et voilà, ça va déjà leur faire un peu d'air. Par exemple, la dame pourrait utiliser cette case, peut-être que des pièces noires pourront utiliser cette case qui n'était pas disponible, comme on l'a vu quand le cavalier d'ailleurs était ici et qu'il est revenu au départ plutôt que d'utiliser cette case. Voilà, donc aussi c'est classique. Sinon l'autre plan classique c'est cavalier A6, c'est un autre plan de Benoni d'ailleurs. Admettons petit roc, cavalier vient en C7, pardon. Et puis on prépare ce plan de
A6, B5, mais alors cette fois on va pouvoir beaucoup mieux le soutenir avec les noirs. Hein. Ici on devrait avoir assez de soutien pour réussir à le faire au final, même si les blancs, il faut noter qu'ils contrôlent très bien cette case 3 fois, et ils peuvent, s'ils veulent, la contrôler une 4e fois. Les noirs qui peuvent essayer de rajouter aussi la dame au besoin, parfois faire le coup B5 en sacrifice aussi, hein. Là ils le préparent, mais des fois ils peuvent l'envoyer aussi pour essayer de dévier par exemple cette pièce qui est occupée à défendre le pion E4. C'est là qu'on voit que le coup de cavalier D2 est pas mal non plus, parce qu'il augmente la protection du pion E4, ce qui fait que ce cavalier peut dégager de sa mission de protéger, et il pourrait à un moment donné, s'il a envie de prendre la base, sans que ce cavalier ne puisse tranquillement prendre ce pion grâce au deuxième cavalier en D2. Un coup typique contre la Bénonie d'ailleurs, le coup cavalier D2, alors dans la Bénonie, souvent il y a E6, pion prend, puis pion prend, et du coup le cavalier D2 est encore plus content parce qu'il peut accéder parfois à la case C4. Bon, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses, on va continuer. Il y a eu A6, il y a eu A3 de la part des blancs, on va en reparler, peut-être ce coup un peu mystérieux pour vous, en fait il correspond à un plan dont on va en reparler. Qui est assez facile à deviner. Cavalier B en D7 de la part des noirs. Oui, du coup, comme ils n'ont pas fait cavalier A6 qui est C7, ils sont obligés de se mettre en D7, mais du coup, ils font un embouteillage avec le fou en C8, donc l'embouteillage commence pour les noirs. Pion F4 de la part des blancs, c'est aussi un avantage d'avoir fait cavalier en D2, ça libère le pion F. Alors, des fois, c'est pour faire F3, des fois, c'est pour faire F4. Notez qu'ils auraient très bien pu également roquer. Moi, d'ailleurs, je voyais ici plutôt le petit roc pour les blancs. Je trouvais ça plus utile et plus urgent que de commencer A3. Pour la parenthèse, A3 a été joué, cavalier B en D7, F4. Cavalier 8, petit roc. Et voici la deuxième question pour vous. Comment évaluez-vous le coup fou prend C3? Qui va bien sûr avoir la réponse B prend C3. Je vous laisse mettre la pause pour évaluer les conséquences de ce coup. Alors la réponse, on y va tout de suite. Si les noirs font ça, ce qui pourrait être une idée pour doubler les pions, mais encore une fois, pour la 1500e fois, les pions doublés, souvent, c'est pas si grave que ça, et ça a aussi ses avantages. Et là, l'important, c'est pas les pions doublés, c'est la disparition du joyau, pour reprendre le terme que j'ai utilisé dans la vidéo sur le fianchetto. Le joyau, le fianchetto, le fou qui n'est plus là, et bien forcément le roi devient beaucoup plus faible, et les blancs qui ont encore leur fou de case noire vont certainement pouvoir monter une forte attaque sur ce roc. Et à noter que les noirs sont en plus bien embouteillés avec leurs pièces, donc ils vont avoir du mal à défendre cette position. Voilà pour cette deuxième question. Dans la partie, ils n'ont pas pris en C3, ils ont fait cavalier en C7. Les blancs jouent tour en C1. Puisqu'ils n'avaient pas peur du doublement des pions, c'est pour une autre raison que vous pouvez essayer de trouver, mais ça va à peu près correspondre à la question qui arrive. Les noirs ont joué tour B8, ils préparent toujours leur plan de B5. Cette fois, ils sont en place pour le faire. Question numéro 3. Que faire avec les blancs? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez les blancs? Vous pouvez mettre la pause. Dans la partie, le joueur qui avait les blancs a décidé de stopper le coup B5 en jouant lui-même A4, ce qui est un coup typique contre la Benoni. C'est une approche qui peut se justifier, une approche défensive, et ça peut être bien d'empêcher le contre-jeu du joueur qui est serré. Voilà, on voit les noirs ici, regardez leurs pièces, complètement sur les rangées 7 et 8, donc sur deux rangées, donc très en arrière, et qui ont du mal à avancer. Donc, l'empêcher d'avancer, et en tout cas l'empêcher de se dégager, est une bonne approche de manière générale. Il y avait une autre approche ici, c'était de jouer B4. Si vous avez choisi ce coup, c'est très bien. C'est l'autre approche, c'est l'approche offensive. On peut dire qu'il y avait une approche défensive, une approche offensive ici. Très logique parce que les blancs, ils ont fait A3, bah, c'était pour ça, hein, c'était pour préparer le plan B4. Alors certes, ils devaient faire attention à ne pas faire B4 trop tôt parce qu'il y avait le fou qui rôdait en face avec le cavalier, donc ça c'était important de ne pas se précipiter. On aurait pu aussi typiquement
au lieu de tour C1, jouer tour B1. Alors la différence c'est qu'on n'était pas en mesure de faire ça puisqu'on avait encore notre cavalier en prise. Mais dans plein de parties, on peut jouer par exemple dame C2, tour B1 et avancer. Donc dans la partie du tour C1 qui permet de faire directement le coup B4. Et alors ce qui est intéressant c'est que quand les noirs ont joué tour B8 pour menacer B5, et bien les blancs ont changé leur fusil d'épaule, ce qui peut parfois être une bonne idée et parfois pas. Et ils ont décidé en tout cas au moins ils sont cohérents, ils jouent contre la poussée des noirs, contre la libération. Petite parenthèse pour dire que les noirs pourraient, s'ils se disent mince, on va pas pouvoir faire B5, ça va être trop dur à organiser, changer de stratégie eux aussi en faisant finalement la même chose, c'est-à-dire au lieu d'avancer le pion A d'une case, d'avancer de 2 cases, pour libérer la case A6 pour aller sur B4. On dit que ça cède la case B5 au passage. Alors attention, les blancs qui vont peut-être pas se précipiter en jouant cavalier B5 puisqu'il y a le pion qui traîne sur B2, mais sur le principe, les deux joueurs peuvent bénéficier de ces cases. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça bloque l'aile dame, et le joueur qui avait les blancs m'a expliqué que lui, il voulait bloquer l'aile dame pour jouer sur l'aile roi parce qu'il considérait que le roi noir était pas très bien protégé. Ça fait un peu, en tout cas sa stratégie fait sens. Après, il considérait que le roi était pas très bien protégé parce que le cavalier était parti, mais en fait il n'est pas loin, mais juste là, c'est-à-dire qu'il peut revenir éventuellement, ou alors il peut avoir tour là et cavalier sur F8, et du coup je me dis que le roi noir n'est pas spécialement dégarni ici, tant qu'il a son fou de fianchetto, déjà on sait qu'il est très solide, il a ses 3 pions, donc je serais pas en train de dire ah ouais on va déclencher une attaque sur l'aile dame, ça va être hyper fort. Par contre, l'argumentation s'entendait quoi. Et oui, donc maintenant ça peut plus bouger l'aile dame. Si l'aile dame bouge plus, effectivement, ça va donner de la force à toutes les attaques sur l'aile roi ou éventuellement au centre. On va revenir ici, puisque maintenant on va s'intéresser au coup B4, qui était le coup critique, qui n'a pas été joué dans la partie, qui était critique parce que les blancs ils ont fait A3, après ils ont fait tour C1, donc ils ont dit 1, 2 et ils devaient dire 3 ici, voilà, et continuer dans leur idée, c'était le coup critique. Alors évidemment, ils craignaient possiblement que les noirs fassent leur fameux coup de B5, c'est ce qu'on va explorer. À noter que si les noirs font une approche plus modeste de défense avec B6, ils restent recroquevillés sur eux-mêmes, et après ça reste une question que vont faire les blancs, et ça correspondra à une question qu'on va voir après. Mais pour l'instant, on va regarder le coup plus chaud, B5, voilà, qui est plus logique aussi de la part des noirs d'essayer de se dégager parce qu'ils sont serrés. Donc c'est aussi une partie avec beaucoup de thématiques sur l'espace. Donc avantage d'espace pour les blancs, manque d'espace pour les noirs. On va aller dans C prend B ici pour montrer. Tout d'abord, on va regarder la réponse, on va dire hyper naturelle à prend B. Donc le pion reprend. Donc c'est ce qui se passe quand on fait AB et qu'on a le pion qui soutient. Donc en 4-4 pur, on reprend avec le pion. Et c'est la question numéro 4 pour vous ici, dans cette variante. Vous avez les blancs. Que cibler et que jouer? Je vous invite à mettre la pause. Alors, il faut essayer d'identifier une faiblesse. Dans le camp des noirs, il n'y en a pas beaucoup. Certes, il manque d'espace. Mais en termes de faiblesse, on n'a pas grand-chose à mettre sous la dent. Et on peut combiner d'ailleurs ici deux choses, c'est-à-dire une pièce blanche qui est pas terrible, c'est le cavalier en D2. Tout à l'heure on dit que c'était plutôt malin de le ramener, ça a permis d'avancer le pion F, ça a permis de bien consolider le pion E4. Par contre, maintenant il fait rien quoi. Donc on va combiner cette idée avec une faiblesse que vous avez peut-être identifiée, c'est la case C6. Alors parfois des cases comme ça dans le camp de l'adversaire sont trop difficiles à atteindre, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, on voit la case mais on ne peut pas aller la toucher avec une pièce. Auquel cas, on peut un peu laisser tomber l'idée, quoi. Hein. Ça arrive assez souvent qu'une case soit inaccessible, et dans ce cas de figure, je ne vais pas la considérer comme une faiblesse. Pour moi, c'est très important, et je le répète très souvent à mes élèves, une faiblesse aux échecs, c'est quelque chose qui peut être attaqué par l'adversaire ou dont l'adversaire peut profiter. Sinon, ça sert à rien de l'appeler faiblesse, quoi. On reste purement sur la théorie, et la théorie, ça ne nous intéresse pas vraiment quand on joue une partie d'échecs, on veut savoir qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc si quelque chose peut être attaqué par l'adversaire, alors là, ça va être une faiblesse, là, je suis d'accord. Et donc, la réponse attendue, la bonne réponse était cavalier B3. Les autres coups sont moins forts. Clairement, ici, c'est le coup. Alors en plus, on attaque une troisième fois ce pion. On pourrait considérer le pion C5 comme une petite faiblesse,
puisqu'on l'attaque 2 fois, il est défendu 2 fois. Effectivement, on pourrait. Maintenant, il peut déjà prendre ou avancer. Donc c'est une faiblesse qui peut s'en aller. Donc c'est un peu raté pour faire un parallèle avec la thématique du pion arriéré. Je vous ai dit de bien le bloquer pour être sûr qu'il n'avance pas, quoi, sinon il n'est plus arriéré. Là, si vous considérez ça comme une faiblesse, alors que la faiblesse peut s'échanger facilement ou avancer, voilà, c'est un peu raté. Alors vous allez dire, vous pouvez prendre aussi. Bon, déjà, il pourrait peut-être prendre du cavalier. Et est-ce que vous avez vraiment envie d'échanger votre fou? La réponse est non, clairement non, contre un cavalier. Même si on gagne un pion, on devrait réfléchir à 2 fois, parce que ça c'est le joyau des noirs, et en retour, il y a le joyau des blancs qui est censé pouvoir s'échanger un jour, donc soit par la case D4, soit par la case H6 contre le joyau des noirs. Sur le principe, pour fragiliser le roi. Oui, donc C5, c'est pas la faiblesse, donc c'est C6. Et en fait, si c'est C6 et que vous voyez ce plan de cavalier B3, cavalier A5, cavalier C6, soudainement, vous vous dites que ça peut être un très fort plan, parce que c'est une très forte case. Au-delà du fait que ça fasse une fourchette s'il ne bouge pas, mais il va bouger, hein. Mais tout simplement, ça peut être une très forte case pour le cavalier. Donc ça, c'est un très fort plan, et en plus, on est en train de jouer sur l'aile dame, c'est là où on était assez fort. D'ailleurs, on est souvent fort avec les blancs dans l'Est indienne sur l'aile dame. D'ailleurs, petite parenthèse pour dire que les 2 pions centraux des blancs, même si celui-ci n'est pas bloqué, pointe vers l'aile dame, et donc ça leur indique la direction au blanc dans laquelle jouer. Alors c'est plus valable quand le pion noir est venu ici, que de leur côté les pions noirs pointent vers l'aile roi. Cavalier B3, on va montrer... alors est-ce qu'on va montrer... Oui, on va montrer par exemple simplement voilà, que sur C4 on fait cavalier A5 et on menace d'arriver ici. Ici, la rente peut continuer par fou B7, etc. Mais on va la montrer maintenant d'une autre façon. On va revenir à la position de la partie qui était ici. Donc je rappelle que le joueur de blanc a joué à 4. Et nous, on va continuer à explorer le coup B4 avec la réponse B5, avec pion prend B5. Et au lieu de reprendre avec le pion, les noirs vont faire quelque chose qui est conseillé quand on manque d'espace. Donc, encore un conseil très important, c'est d'échanger des pièces. Et donc de reprendre non pas avec le pion, mais avec le cavalier pour échanger une paire de cavaliers, ce qui va un peu libérer. On voit tout de suite que ça libère la dame qui a accès à des cases où elle ne pouvait pas aller auparavant. Donc cavalier prend, on va faire, pion prend, cavalier B3, on va refaire le même coup. Voilà, alors même la différence c'est que maintenant les blancs attaquent 4 fois le pion en C5, qui est défendu seulement 2 fois, donc probablement les noirs vont l'avancer. À noter que s'ils veulent brouiller les cartes, ils pourraient essayer un coup comme fou B2. Voilà, si les noirs considèrent qu'ils ne sont pas une bonne position, c'est de trouver des coups un peu dangereux pour brouiller les cartes. À noter que c'est aussi dangereux pour eux parce que ce fou, s'il commence voilà, par exemple à se rendre par là-bas, il ne sera plus en fianchetto, donc le roi peut devenir faible aussi en retour, donc méfiance. Mais on va nous plutôt regarder le coup pion C4, qui fait un pion passé protégé pour les noirs. Cavalier A5 menace la fourchette. Fou en B7 empêche la fourchette. Et la question numéro 5, elle est là. Que cibler? Que jouer? C'est au blanc. Vous pouvez mettre la pause. Alors, pour bien répondre à cette... Alors, je vais faire une parenthèse avant de donner la bonne réponse, parce que, notamment, peut-être que plusieurs d'entre vous, ici, ont été attirés par un coup tactique. Ça ne m'étonne pas du tout, et je vous comprends tout à fait. C'est fou à 7. Qui attaque la tour, parce que la tour est occupée à défendre le fou. Et même quand c'est plutôt une thématique de stratégie, la vidéo, vous savez que je peux parfois, sur 10 ou 12 questions, poser 1 ou 2 questions tactiques aussi, parce que de toute façon les échecs c'est hyper tactique. Et puis en plus comme ça, alors c'est pas pour vous piéger, hein, c'est parce que les échecs, parfois on a des réponses tactiques, parfois on a des réponses stratégiques. C'est important d'être alerte et de voir quand est-ce qu'on doit faire l'un, quand est-ce qu'on doit faire l'autre. Non, je préfère même pas vous dire de quoi il s'agit avant. Alors là, juste pour montrer que ça marche pas, en fait, et si vous vous êtes dit « Ah ouais, ça va gagner de qualité », bon déjà, première chose que je veux dire, toute première, c'est que si vous donnez votre joyau contre une qualité, rappelez-vous que c'est pas non plus l'opération du siècle, puisque vous ne pourrez plus vous débarrasser de lui. Et on avait parlé dans la fameuse vidéo sur le fianchetto, je crois que c'est vraiment elle que je vais mettre, une des 2 vidéos que je vais mettre à la fin de la vidéo, ça sera celle-ci, sur le fianchetto. Et l'invincible fianchetto, et là il sera vraiment invincible. Et donc je vais expliquer que les noirs peuvent des fois donner la qualité en faisant ça, et le fou prend la qualité là-bas. Voilà. Mais ici ça marche même pas, parce qu'il y a tour là. Donc on pourrait dire, cavalier prend fou, j'attaque la dame. Certes,
Mais dame C7, maintenant, les deux pièces sont attaquées et on va pas s'en sortir, enfin on va pas sauver les deux en tout cas. Donc ici, ça devient en fait de manière assez dommage, enfin très dommage pour les blancs qui avaient un net avantage, ça devient le petit avantage pour les noirs. Notamment, c'est le tour qui va travailler sur la colonne, le pion C4 passé protégé, voilà. Donc, hop, c'est pas terrible. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont... oui, donc juste pour dire que c'était pas x7, si jamais vous avez tout misé votre réponse sur x7, je vous donne une deuxième chance parce que je suis hyper sympa, et je vous invite à remettre la pause pour chercher cette fois un coup plus stratégique. Ok, donc, tous ceux qui ont fait x7, ils ont été sauvés par... je les ai sauvés, donc j'espère que vous avez peut-être saisi votre chance, saisi l'opportunité pour trouver du coup la bonne réponse. Donc j'allais dire, certains d'entre vous ont été peut-être tentés par cavalier en C6, qui peut être tentant. Déjà c'était l'objectif à la base d'aller là-bas, mais l'objectif est un peu raté si on se fait prendre, et que notre pion, donc par exemple on attaque le cavalier certes il va bouger, notre pion ici va clairement devenir une cible, pour les, on parlait de cible depuis tout à l'heure. On va reparler encore. Et là, les noirs, ils vont juste l'encercler ce pion. Hein. Je vois pas comment les blancs vont réussir à le garder sur le long terme. Ils vont devoir prendre devoir faire des choses un peu inconsidérées pour le garder et qui risqueraient de nuire à leur position. En plus, le cavalier, qui était voilà, pas terrible, finalement, et à son tour, il va trouver peut-être cette case. Et voilà. Et il empêche le coup à 4. Et le coup à 4, c'était la réponse. Ici. Alors, comment trouver le coup à 4 On va dire, oui, c'est quand même difficile comme coup. Nous, on était concentrés sur le cavalier, peut-être sur le coup de x7. Comment on fait pour trouver ce coup? Excellente question. Et je vais vous donner la réponse. Alors, ce qui est dur, bien sûr, aux échecs, c'est que parfois on doit se concentrer sur certaines choses, parfois on doit se concentrer plus sur notre jeu, parfois plus sur le jeu de l'adversaire. Bon, mais en vérité, il faudrait essayer à chaque fois de bien identifier tout ce qui se passe de bon et de mauvais dans notre jeu et tout ce qui se passe de bon et de mauvais dans son jeu. C'est un peu ça. Je viens de vous résumer un peu le à retenir qui sera à la fin de la vidéo. Donc, ici, tout à l'heure, quand on a cherché le coup cavalier B3, qui était ici, on s'est dit, ah oui, on s'est dit deux choses. On s'est dit, oui, on peut le trouver de deux façons différentes. Soit en se disant, ah, il y a une case faible, je vais aller essayer d'y accéder avec mon cavalier. Intéressant. Alors que la case elle est faible, mais il peut aussi essayer de la contre avec son fou, comme on a vu. Donc, c'est pas non plus... Mais en même temps, on peut se dire, ce cavalier, il fait rien du tout. En même temps, on le repositionne, on le rend utile. Voilà. Cavalier B3, on l'a trouvé comme ça. Maintenant, quand on arrive ici, et qu'on se dit que faire, une deuxième façon pour moi d'identifier le coup à 4, enfin, la façon ici d'identifier le bon plan des blancs et d'identifier ce coup à 4, c'est de se dire quelle est la force des noirs dans cette position. Ils n'en ont pas beaucoup, ils viennent de loin avec leur position. Hein. Alors, considérez que le fou, je ne dirais pas qu'il est fort, je dirais qu'il est bien. C'est un fou, voilà, qui contrôle la diagonale, mais aussi il vise du vide, aussi. C'est une situation qu'on rencontre assez fréquemment. Alors certes, il vise des cases, mais est-ce qu'il fait quelque chose de super utile? Il y a un truc qu'il fait, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fou B2, qui peut faire une double attaque, peut-être gagner la qualité. À noter, tout à l'heure, j'ai dit que si les blancs ils gagnent la qualité avec leur joyau, c'est pas forcément l'affaire du siècle non plus. Bah pareil pour les noirs, hein. S'ils viennent chercher la qualité, enfin les blancs pourront peut-être sacrifier la qualité, et après jouer avec le fou de case noire. Donc ça c'est une thématique qu'on doit toujours avoir en tête. Mais, elle est un peu compliquée, c'est vrai, mais sans aller aussi loin que ça, juste... Quelle est la force des noirs? Pour moi, c'est... Alors, le fou, il est pas mal, ok, mais... Et donc, si vous faites, par exemple, vous proposez fou D4 avec l'échange... Alors, autant c'est une certaine logique de vouloir échanger, autant ici, c'est pas terrible, parce qu'il va, par exemple, échanger. Rappelons qu'il manque d'espace. Il est toujours content d'échanger des pièces. Tac, et en plus, il va échanger les dames. Ah, c'est la mauvaise nouvelle. L'avantage des blancs va assez disparaître. Et en plus, il risque d'amener son cavalier à la fin pour nous empêcher le coup à 4. Alors, pourquoi le coup à 4, c'est si fort? Ça joue sur la force des noirs. La force des noirs, c'est le pion passé protégé. Donc c'est ce duo de pions en fait. Ce duo de pions, c'est un des seuls trucs vraiment bien de la position des noirs. Si on se dit quel est le seul truc bien de la position des noirs, normalement on trouve cette réponse. Et après, on se pose mécaniquement la question, est-ce que je peux le détruire? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous identifiez quelque chose de très fort dans la position adverse, comme, alors, voilà, un pion passé par exemple, un pion fort, un centre fort, une pièce forte, tout ce genre de choses, et bien vous pouvez essayer de l'attaquer et de le détruire. Et si vous y arrivez, forcément ça va être une bonne opération pour vous. Donc A4, c'est pour détruire cette chaîne de pions, et ça va complètement la détruire, il ne peut rien faire ici. On va faire disparaître ce pion dans tous les cas,
Soit il nous prend, soit on le prend, mais il va disparaître. Du coup, ce pion va tomber derrière, parce qu'on l'attaque déjà 3 fois. Voilà, et on va rester quasiment à coup sûr ici, avec au moins un pion de plus et un pion passé. Voilà, et ça va être un net avantage. Donc c'était le coup à trouver. Bon, et bien voilà, on a très bien exploré le coup B4. C'était très intéressant. À noter que les blancs ici jouent sur leur aile forte, même si les noirs aussi ont des pièces ici, et qu'ils essayent de jouer B5. C'est-à-dire que les deux joueurs essaient de jouer sur leur aile forte ici, mais n'oublions pas que dans l'Est indienne, c'est quand même plutôt les blancs qui sont forts sur cette aile. Alors là, vous allez me dire, c'est pas vraiment forcément l'Est indienne, c'est plutôt Benoni. Oui, bon, ça ressemble quand même aussi beaucoup. Et dans Benoni aussi, le coup B4, c'est un des coups qui peut faire très mal aux noirs, parce qu'on attaque ce pion C5, qui est une des forces, finalement, des noirs. À noter que dans les coups qui peuvent être envisagés, voilà, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que ça peut être envisagé, c'est le coup de fou D4. Pour après, c'est peut-être amener le pion ici, gagner le tempo sur le cavalier en cas d'échange. Juste une idée comme ça. Oui, donc B4 c'était hyper chaud et c'était plutôt à l'avantage des blancs. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'espace. En fait, si on regarde cette position des blancs ici, tout est bien. Pratiquement, voilà, sauf peut-être le cavalier D2 qui est moyen, ou fou 2 un peu moyen, on va dire, mais si on compare au noir, il n'y a pas photo quoi. Hein. Et ils ont l'espace, ils ont le centre, ils ont les pièces bien placées, ils ont la tour qui est déjà prête à intervenir sur le dame, et ils ont tout préparé pour faire B4. Ils ont un roi caché, ils ont roqué, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont presque une position parfaite. Et donc ils sont prêts à avancer. Voilà. Contrairement aux noirs qui essayent, mais finalement ça saute un peu contre eux, ça fait des trous, les blancs peuvent essayer d'infiltrer leur position, etc. Voilà, donc ça c'était plutôt favorable aux blancs. Maintenant on va aller dans la partie où il y a une approche complètement différente. Finalement on a presque fait la moitié des questions, la 6e arrive bientôt. Les noirs ont joué tour en E8. Ça aurait été mieux de faire sans doute pion E6. Et voici la 6e question. Vous avez les blancs. Quel serait votre coup? Et pour quelle raison? Bien sûr, évidemment, cela va sans dire. Vous le jouez. Je vous invite à mettre la pause. Alors, si vous avez joué F5, c'est le coup de la partie. Mais il n'est pas terrible. Et je vais vous demander pourquoi dans la question suivante. Donc on revient sur ce cavalier qui fait rien du tout. En plus il a mis la tour ici, ça se voit à peu près clairement qu'il a envie de faire E6 et de prendre ici. Ça va commencer à créer un vis-à-vis avec le fou qui n'est pas protégé. Donc ici le coup pour moi c'est cavalier F3. On vient se replacer, on vient libérer un peu cette case ou celle-ci pour la dame. Bon, typiquement, j'ai envie de dire un D2 pour créer une batterie et peut-être plus tard faire le coup ici, mais bon, hyper logique de jouer dame D2 en général. On est moins exposé, on relie les tours. Et ce cavalier était mal placé, et maintenant il est placé normalement, et puis ben, sur le principe, il va soutenir une des poussées les plus importantes des blancs dans cette structure de Benoni, et en plus c'est bien appuyé par le pion F4, c'est la poussée E5, qui est hyper thématique, et parfois même en sacrifice, et parfois même on pousse comme ça, et après il prend, et on reprend même pas, on pousse de l'autre côté à côté, comme ça, alors... sans qu'il puisse nous prendre, hein, parce que là il aurait les deux pions, mais du coup après on va récupérer cette case, après on va pouvoir peut-être encore avancer là et récupérer encore une autre case, etc. C'est une thématique de Benoni. Bon, c'est plutôt quand il y a eu pion, prend, et ça peut faire un pion passé, etc. Bon, je m'égare. On va juste montrer un peu que ici il y aura pu avoir par exemple E6. E6 pas terrible parce que pion prend, et regardez, le fait d'avoir enlevé le cavalier. Donc vous voyez comme les pièces peuvent s'enlever à bon escient. Tout à l'heure cavalier D2 c'était bien, ça laissait passer le pion F. Maintenant que le pion F a avancé, on peut revenir sur la case D3 avec le cavalier. On laisse passer maintenant la dame pour attaquer le pion D6. Du coup il devrait prendre avec la tour, ce sera vraiment pas terrible parce qu'on pourra attaquer la tour qui est occupée à défendre le pion contre l'attaque de la dame. Et du coup si elle veut continuer de se mettre là, mais après elle aura quasiment plus de cases, elle pourra peut-être être perdue ou très mal positionnée. Si elle revient en arrière, le pion D6 est perdu. Donc aussi c'est pas terrible, on pourrait penser à cavalier F8, ici par exemple. Les noirs qui sont obligés de se contorsionner hein, pour essayer de faire des coups. Et les blancs qui auront plein d'options. On pourrait même essayer directement le coup 5 maintenant que les noirs ne savaient plus la case ou le préparer. Voilà. Donc pour moi c'était la bonne réponse ici, cavalier F3. Maintenant question numéro 7. Les blancs ont joué F5 dans la partie, un coup plutôt entreprenant. Mais quel est l'inconvénient majeur de ce coup? Je vous invite à mettre la pause pour trouver. J'espère que tout le monde a identifié la case
E5 abandonné par le coup F5. En coup, le coup F5 plutôt entreprenant, comme j'ai dit, il veut faire jouer la tour sur la colonne, il veut faire jouer le fou peut-être sur la diagonale. Donc un coup d'attaque, on pourrait dire. Mais trop dommage ici de laisser la case de 5 à ce cavalier qui n'avait pas de case très intéressante. On vient de faire cavalier F8 dans l'inventaire illustratif. S'il fait cavalier F6 qui est la seule autre case disponible, il pourrait se prendre E5, ça pourrait lui faire mal. Il aurait du mal à se rendre par là parce qu'il y a la batterie dame fou en face. Donc il devra encore repartir en arrière. Ce sera assez terrible. Il pourra se prendre peut-être pion aussi, du coup s'il repart en arrière par exemple. Donc là il est très mal avec les noirs. Parce que on avait dit qu'il voulait faire B5, mais il n'a pas réussi, puisque maintenant il y a eu A4. Et que font les noirs? Ils sont en train de préparer le coup aussi de Benoni, mais comme ils ne l'ont pas fait avant, maintenant il y a des petits problèmes. Si on joue cavalier F3, c'est parfait, parce qu'on on recrée une pression sur D6 et il est en embouteillage, quoi. Voilà. Et donc le fait de jouer F5, c'est tellement une bonne nouvelle pour les noirs, parce qu'ils disent « Ah, enfin une case !» D'ailleurs, le joueur qui avait les noirs a joué cavalier E5 et il a bien raison, et il a une très belle pièce. Les blancs comprises sur G6, c'était un peu dommage, car je vois pas pourquoi prendre tout de suite. Je préfère laisser ce fou gêné par le pion et jouer autre chose. Et le pion prend, c'est un peu dommage. Et H prend reprise vers le centre. On est d'accord. Dame en E1, la dame qui passe vers les rois. Le fou vient en D7. Dommage, les noirs qui manquent l'occasion de faire le fameux coup B5, dont on a parlé depuis tout à l'heure. Alors pourquoi? Parce qu'après pion prend, par exemple, il y aurait eu fou D7 et ce pion ne va pas pouvoir rester sur l'échiquier. Les noirs vont s'en emparer et puis ils pourront peut-être après jouer sur le pion arriéré en B2. Ils égalisent avec ça. Donc fou D7, c'est l'occasion ratée malheureusement. La dame bien sûr H4. Pion E6 a été joué dans la partie pour proposer un échange de dames. Et ça va mener à la question 8. Mais avant la question 8, je voulais vous montrer cette petite variante instructive qui était en cas de fou F6 attaque la dame blanche. Une superbe réponse aurait pu être le sacrifice thématique de qualité. Alors, on en a déjà parlé depuis tout à l'heure. Si une tour peut prendre ce fou, ou si ce fou prend une tour, on n'est pas si mécontent avec les blancs parce que c'est une très bonne pièce de défense. Donc tour prend, pion prend. Ici, tour en F1, attaque le pion. Et si jamais le pion avance, eh bien, ce serait terrible pour les noirs parce qu'il y aurait fou en G5. La dame devrait partir et le fou viendrait ici avec la menace de mat sur H8 et bonne chance pour l'enlever. Vous voyez à quoi peut aboutir d'ailleurs la disparition du fou G7. Ça fait très très mal ici. Très bonne illustration. Donc, pion aussi ça a été joué. Question numéro 8. Petite question comme ça en passant. Parmi les 12 questions, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Eh bien, en voici une. Vous avez les blancs, vous devez faire un choix après cette proposition d'échange de dames de la part des noirs. Qu'est-ce que vous faites et pourquoi? Vous allez te mettre la pause si c'est pas déjà fait. Eh bien, j'espère que, parce que ça fait un écho à la vidéo sur l'échange des dames, est-ce qu'on échange les dames ou pas? Ici, on a deux raisons de ne pas échanger les dames. La première, c'est qu'on a l'avantage d'espace et que le joueur qui a l'avantage d'espace préfère garder les pièces sur l'échiquier. Et la deuxième, c'est que le roi noir est un petit peu fragilisé. Son roc ne comporte plus que 2 pions. Comme ça, et puis il y a quand même une colonne en face de lui, donc et ces pièces, certaines pièces sont loin en défense. Il y a lui qui fait le job, hein, voilà, parce que il protège ça, il est bien placé, c'est dur de l'enlever. Donc lui il travaille, mais les autres pièces sont loin. Donc fou G5, si vous avez joué fou G5, c'est la bonne réponse. Si vous avez reculé votre dame, alors faites attention, parce que si vous vous mettez là, vous êtes en face du fou, donc il y aurait pu en prendre déjà. Du coup, la dame, il faudra qu'elle vienne ici. Alors, si vous avez joué ça, je vais vous mettre un demi-point pour la forme, parce que vous avez refusé l'échange des dames. Mais c'est beaucoup moins fort que fou G5. Ok, fou G5, dame, pas trop le choix. Se décale en C8, du coup, elle aussi se retrouve mal placée pour défendre son roi. Cavalier en F3, ça y est, le cavalier dont on a parlé depuis tout à l'heure, qui était toujours là, qui faisait pas grand-chose, décide de venir proposer un échange contre le fort cavalier en E5. Donc c'est une bonne idée de la part des blancs. Les noirs qui ont joué B5, les blancs qui ont pris ce cavalier, et les noirs qui ont repris. Voici la question numéro 9. Que cibler? Que jouer? Je vous invite à mettre la pause. Eh bien, c'était une question plus tactique, n'est-ce pas? Mais en même temps stratégique. Il
ici, on va pouvoir déterminer notre stratégie assez facilement. En fait, c'est en même temps notre stratégie et en même temps, on exécute. On l'exécute directement et agressivement avec un coup candidat. Donc, si on se concentre sur la stratégie des blancs, depuis tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces en défense et ça s'est aggravé parce que le cavalier 5, qui était un défenseur important, a disparu. Alors, le fou de Fianchetto, c'est pas qu'il a disparu, c'est juste qu'il est un peu parti, mais bon, on peut considérer qu'il est toujours à peu près en défense de son roi, sauf qu'il est tout seul, avec les deux pions. Donc, la protection est trop limitée ici. Les autres pièces défendent très mal leur roi. Et les blancs sont en surnombre au niveau des attaquants. Ils sont ici beaucoup plus forts et beaucoup plus favoris et beaucoup plus dominants pour mener une attaque sur ce secteur. Alors d'ailleurs, il y a une technique très simple pour savoir si vous êtes en surnombre ou pas sur un secteur du jeu. Donc, secteur du jeu, ça peut être l'aile dame, le centre ou l'aile roi, pour simplifier. Et bien là, si on compte le nombre de pièces noires sur les colonnes FGH, donc l'aile roi, parce que DE c'est plutôt le centre et ABC l'aile dame, et bien on en a 3, 1, 2, 3. 3 attaquants sur FGH. Et les défenseurs sont au nombre de 0 chez les noirs sur FGH. Et 3-0, ça craint. Si c'est 2-1 ou 3-2, bon, ça craint pas vraiment. Enfin, il y a un surnombre, mais c'est pas le surnombre de folie. Mais là, quand ça commence à être 2 pièces d'écart ou 3 pièces d'écart ou plus, ça commence à craindre. Et là, surtout quand il y a 0 défenseur aussi, parce que des fois, un défenseur, bah, on sait par exemple que le Fianchetto, un défenseur, s'il était là, déjà, ça serait mieux. Mais ça serait quand même hyper dangereux. Et sans doute perdant. Et donc, bah, en tout cas, si vous avez trouvé le coup d'attaque, le sacrifice, bah, je vous félicite parce que c'est vrai que vous êtes toujours entre deux eaux en vous dire est-ce que c'est une stratégie ou une tactique. Et là, c'était les deux en même temps, mais il fallait quand même jouer un coup tactique. Tour.f7, ce coup smash la position noire, le roc des noirs. Et c'est terminé, ça gagne immédiatement la partie. Donc le joueur qui est les blancs, malheureusement, n'était pas en recherche. En fait, il avait déjà prévu de mettre son fou sur F6, donc il a joué fou F6. Ce qui est plutôt pas une mauvaise idée sur le principe, mais là, c'est hyper dommage de rater le coup gagnant qui est très naturel. Tous les joueurs expérimentés ici avec les blancs, normalement, hein, en tout cas les joueurs qui ont l'expérience suffisante pour le faire, pour atteindre ce stade, vont faire ce coup extrêmement facilement et naturellement, et ils vont pas pouvoir le rater en fait. Enfin, vraiment, ce serait quelqu'un qui est malade, ou enfin, et encore. En fait, voilà, même dans leur sommeil, enfin, des maîtres ici, avec les blancs, même dans leur sommeil, ou même avec 39 de température, de fièvre, ils vont pas rater ce coup, en fait, c'est impossible, c'est comme un mat en un pour eux, voilà. Donc, tour prend, menace mat. Et puis, le calcul, en plus, est très facile. Des fois, il y a des calculs compliqués quand on sacrifie une tour. Là, le calcul est très simple. Donc, s'il prend, on fait échec. La dame s'infiltre. Regardez le pauvre roi qui n'a qu'une seule case. On peut aussi ramener le fou, il faudrait compter. Alors, on a un très élégant échec et mat ici. Tour F1 mat. Très beau. Et puis, donc, l'autre coup, ce serait roi F8. Et là, il y a du choix entre fou, échec, et ça va faire mat au prochain. Il va ramener son fou, on va faire dame prend, échec et mat. Ou bien, on va faire tour F1, et puis il va mettre son fou, et on va prendre, et on va mater. Voilà. Ou bien, on va faire ça d'ailleurs, enfin bref, on a du choix. Des maths de partout ici, après tour prend F7, c'était la fin. Hein. Et sur fou G7 qu'on peut mentionner, bon déjà les blancs ils ont pris un pion gratuit, donc c'est tranquille, ils peuvent faire tour CF1, ils sont complètement gagnants. Ou bien ils peuvent se matcher, ce qui est beaucoup plus dans l'idée. Pour moi, voilà, on enlève ce défenseur, il n'y a plus de défenseur, on amène la dame, et ça va être la fin bientôt. Voilà, dame prend échec, sur roi là, il y aura mat, et sur roi là, il y aura mat. Voilà, donc mat au prochain coup. Donc, la réponse à la question 9 était tour.f7, gagne la partie et même force le mat. Dommage pour les noirs, les blancs qui ont fait fou F6. Alors, je crois qu'on a fait le plus gros de la partie. Il reste 3 questions. On va les faire assez rapidement. Il y a eu fou prend. Petite question pour vous. Passez pas un temps incroyable dessus. Plus pour voir vraiment si vous avez le bon coup à l'instinct d'ailleurs. Comment vous reprenez ce fou avec les blancs? Vous pouvez mettre la pause. Dans la partie, le joueur a fait dame prend. Menacer dame prend, mais c'est juste une petite menace assez facile à défendre pour l'adversaire. Il l'a défendu comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui, juste après, a causé la perte
on peut dire. Enfin, en tout cas, ils ont évaporé tout leur avantage, les blancs. Donc, évidemment, le coup naturel, ici, c'était tour prend. Pourquoi? Alors, on menace pas, comme quand on fait dame prend, mais c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort que ça. C'est qu'on menace d'amener la deuxième tour à l'attaque, ce qui fait qu'on va avoir une dame et 2 tours à l'attaque. Alors, là, j'ai juste une question pour vous dans une variante. Sinon, je vais surtout vous montrer quelques illustrations de l'attaque des blancs qui est monstrueuse, parce qu'en fait, ils risquent bientôt d'avoir dame et 2 tours contre un roi quasiment tout seul, ce qui est juste un surnombre absolument gagnant, absolument inacceptable pour les noirs. Donc, dame en D8 pour clouer, qui pourrait peut-être vous faire peur. Ici, 2 façons de gagner, juste tour CF1, bon bah c'est un écrasement, hein. Donc mettons pion prend par exemple. On va montrer ça, qui décloue la tour pour faire tour prend, et ce serait juste un mat. Donc admettons tour là, qui défend le pion, et on va passer à tour. Et regardez ça, en fait on va juste faire tour H4, et il peut juste rien faire. Et si il est mat, il doit donner sa dame contre la tour, mais on n'avait même pas sacrifié quoi que ce soit, à part peut-être un pion, pour arriver là, donc on est complètement gagnant. Sinon, je vais vous montrer ce coup super beau et super logique aussi. C'est fou H5. Alors, ça fait penser un peu à un coup d'ordinateur. En fait, il est hyper logique parce qu'on menace fou prend. S'il reprend, on va faire tour prend. Et puis, ça se voit qu'avec la dame et la tour, on va vraiment mater. Donc, une petite question pour vous entraîner. Voilà, surtout du calcul en fait. Question numéro 11. Comment terminer l'attaque ici avec les blancs? Voilà, je vous invite à prendre un peu de temps pour vérifier la fin de votre attaque. Alors, il s'agit de dame G5 échec. Il ne peut pas aller sur H, puisqu'il y aurait tour échec mat de l'escalier, donc il va sur F. Et là, plein de coups gagnent. J'espère que vous avez joué le plus direct. En plus, ça fait un écho au coup de tour princesse de tout à l'heure, c'est tour princesse, encore le retour. On enlève la dernière protection du roi. Et maintenant, il n'a vraiment plus de protection, il n'a même pas un pion. Enfin, il est là, donc c'est pas une protection, quoi. Donc, roi prend. Et en plus, le calcul est très simple, parce que regardez, après tour échec, on voit qu'il doit donner sa dame, et on peut déjà arrêter notre calcul. Après, si on calcule un peu plus, on se rend compte qu'il va y avoir mat au prochain coup. On peut reculer la tour où on veut, et c'est échec et mat. Après, si vous avez joué des coups comme tour CF1, il n'y a pas de problème, vous êtes complètement gagnant. Sur dame là, on fait dame là par exemple, et regardez, il ne peut plus défendre le pion F7, c'est fini. S'il met sa tour, on peut faire par exemple le tour G6, c'est cloué, on menace mat. Il est vraiment très mal, il va devoir avancer, il va se faire mater. Voilà, donc juste pour dire que sur fou H5 c'était aussi l'écrasement. Alors il n'est pas obligé de prendre, hein, il peut faire d'autres coups comme roi G7, mais on va doubler, l'attaque est juste monstrueuse. Voilà, on va revenir à la partie. Il va être bientôt temps pour nous de conclure cette vidéo et cette partie. Donc il y a eu dame prend qui menace, mais une petite menace beaucoup moins intéressante que de préparer l'arrivée de la tour ancien qui ne participe pas à l'action ici. Et les blancs qui ont craqué complètement en faisant tour F4. Alors il est très naïf de la part des blancs ici. Prépare un mat mais ne prévoit pas du tout la réponse de l'adversaire. Alors que si on se dit, si je fais ça, que va répondre mon adversaire? Normalement on trouve le coup forcé qui a été trouvé par les noirs, dame en D8. Et non seulement ça soulage la position des noirs, mais en pire que ça, c'est qu'ils égalisent alors qu'ils étaient complètement cuits. Donc les blancs ont laissé passer leur chance. Il y a eu ça, ils ont doublé, mais un peu tard. La tour est revenue tranquillement. Il y a eu AB, on va avancer. Il y a eu B3 qui n'était pas terrible, il fallait au moins prendre. Les noirs qui avancent sont bien contents, le cavalier qui revient. Maintenant les blancs qui se font repousser. Et les noirs qui prennent tout simplement la colonne avec leur tour. J'ai une dernière question à vous poser dans la finale, donc on va avancer ici. Je vais mentionner que ici les blancs ont fait un coup dans la très mauvaise direction, tour H4, parce qu'on ne sait pas où va cette tour. On dirait que les blancs sont encore en mode attaque, mais il n'y a plus de dame, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'attaque, il ne faut plus attaquer ici. La tour se met en grand danger, regardez à preuve 5, tour qui n'a plus de cases, ce qui fait penser au conseil de la semaine numéro 3, les tours détestent être à l'étroit. Les blancs qui ont réussi à sauver leur tour en faisant fou en G4. Ici, une erreur assez caractéristique des noirs, qui devaient tout simplement jouer pour la tour sur la colonne, puis ensuite, par exemple, positionner le cavalier ici. Ils ont joué F5, qui sur le moment a l'air actif, mais en fait, ça va aboutir à la... Comme ils ne peuvent pas prendre du pion parce qu'ils sont cloués, ils doivent prendre de la tour, et ça aboutit à la création, après roi E2, de la case forte en E4 pour le cavalier. Donc, grosse erreur de la part des noirs ici, stratégique, il y a eu cavalier en E8, cavalier vient sur E4, la tour vient sur F7, pion H4, cavalier F6, attaque la tour... Et donc les cavaliers s'échangent. D'ailleurs, probablement H4 c'était pas une bonne idée aussi pour cette raison-là. La dernière question arrive bientôt. Tour H7 avec le pion. Elle est là. Donc on a quoi? On a une finale de tour. Donc ce qui fait un écho en fait à la vidéo de mardi
sur les finales de tour. Voilà pourquoi aussi je me suis dit cette partie est parfaite, parce qu'elle fait en même temps stratégie, et en même temps il y a une petite question de finale de tour sur la fin. Donc question numéro 12, la dernière, comment protégez-vous le pion H4 avec les blancs? Je vous invite à mettre la pause. Si vous avez joué le coup G3 en vous disant, bah voilà, très très bien, les deux pions enfin, c'est pas les deux pions qui se protègent, c'est le pion de derrière qui protège le pion H4, ça a l'air hyper solide, enfin, c'est plutôt que le pion protège H4 qui lui-même protège la tour, ça donne une impression, une bonne impression en fait, et c'était l'erreur décisive. Malheureusement, de la part des blancs, qui leur a fait perdre la partie, car en plus, si on se disait, c'est pas juste comment je vais défendre, c'est si je défends comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Si on se dit qu'est-ce qu'il fait ici, normalement on sait à 100% qu'il va faire tour à 7, n'est-ce pas? Il va pas faire un autre coup, hein. Il va passer là et il va essayer de soit aller attaquer le pion, soit s'infiltrer dans notre position. Et notre tour est complètement gêné par notre propre pion pour venir défendre latéralement le pion B3. Ou pour tout simplement pour participer à empêcher une infiltration trop grave de la tour, ce genre de choses. Et donc c'est la catastrophe et c'est le coup qui perd la partie. Donc la bonne réponse était tour G4. Ici, sur roi F5 qui vous faisait peut-être peur, on a deux solutions. Soit on refait échec, s'il monte son roi, on va pouvoir prendre en G6, prendre en G6, puis prendre en D6, donc tout va bien. Et donc il va repartir, et donc on va pouvoir redéfendre, et on propose une répétition de coups. Ou bien, si on veut, on pourrait même faire roi F3. S'il passe cette tour sur là, on va placer l'échec maintenant pour repousser son roi, puis utiliser cette case pour le roi, et regardez la différence. C'est comme on n'a pas mis notre pion sur G3, notre tour peut défendre, et ça va, on a la position égalité. Donc erreur fatale de la part des blancs G3, il y a eu tour à 7, et puis la partie, je vous la montre, voilà, pour l'info. D'ailleurs, les blancs encore devaient vite essayer de ramener leur tour, même si ça prend très longtemps et que c'est déjà cuit à ce stade, mais quand même, sur le principe, il y a eu roi là, on va défendre, tour là, voilà, tour échec, voilà, tour là, voilà. Les noirs qui jouent pour la victoire, ils ont bien raison. Les blancs qui devaient absolument ramener leur tour, ils l'ont toujours pas fait, ils ont fait roi P2. Un coup un peu mystérieux. Pion E3, roi revient, pion là, roi là, tour là. Le roi peut pas prendre, sinon c'est une nouvelle dame qui arrive sur l'échiquier. Donc le roi s'est mis en bloqueur, mais du coup la tour peut prendre là-bas. Le blanc prend en E2, mais les noirs vont avancer leur pion. Du coup la tour est obligée de revenir en catastrophe pour arrêter. Et la perte du pion C4 va sceller le sort des blancs. Donc les noirs qui ont tout ce qu'il faut, ils ont pion passé, ils ont deux pions passés liés, ils ont un pion de plus, ils ont un roi, ils peuvent prendre ça, le pion de 5, pardon. Et puis ils ont gagné cette partie quelques coups plus tard. Voilà pour cette partie, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, elle était un peu longue, mais j'espère que vous avez profité des 12 questions et que tout ça vous a intéressé, vous a appris des choses. Il est temps pour nous de passer au à retenir. Oui, je pourrais aussi faire un récap de la partie, mais ça va rallonger encore un peu cette vidéo. Voilà, pour vous dire que les blancs avaient une magnifique position avec beaucoup d'espace. Il y avait un moment important ici à choisir entre A4 et B4, les deux pouvaient se discuter. Je trouvais que B4 était plus logique, mais A4 finalement dans la partie, on a vu que ça a très bien marché. F5 c'était dommage et beaucoup trop tôt parce que la C cavalier E5. Et au final quand même, les blancs qui ont pu monter une bonne attaque, une fois qu'ils sont arrivés avec la dame et le fou ici, ils ont pu monter une bonne attaque et après l'erreur B5, l'élimination du cavalier sur E5, il y avait ce magnifique tour pour F7 qui se matchait la position. Et ce tour pour F7, eh bien, croyez-le ou non, mais il n'est pas si rare. On le retrouve dans pas mal de parties quand même d'attaque. Voilà. Et là, il est causé par le surnombre des blancs. Allez, le à retenir. Avant l'exercice et la conclusion. Alors, où jouer, que cibler, que faire, comment prendre les décisions. 4 points. Premier, identifier des faiblesses chez l'adversaire. Une faiblesse, ça peut être plein de choses. Ça peut être un roi faible, dans ce cas vous attaquez le roi. Une pièce faible, une pièce par exemple qui manque de mobilité, vous pouvez essayer de la coincer. Ou jouer contre son retour dans le jeu. Un pion faible, le plus normal, on a parlé du pion arrière la dernière fois. Une case faible, c'était l'exemple de la case C6 par exemple. Une aile faible, voilà, et donc tout ça peut constituer des cibles, et donc là vous dites ah ouais je vais cibler ça, et quand vous savez ce que vous devez cibler, là vous allez commencer à trouver des coups, imaginer des coups, et là vous allez trouver quoi faire. Deuxième, identifier une force de votre adversaire, donc essayez de la casser. Alors, vous attaquez pas à une trop grande force non plus, hein. Mais sur le principe, c'est excellent. C'est-à-dire, vous voyez un fort centre de l'adversaire, vous l'attaquez. Vous voyez une forte pièce, vous l'attaquez ou vous l'échangez. Vous voyez un pion fort, vous essayez de vous débarrasser de lui. Voilà, ça c'est quand même une excellente stratégie. Attention à ne pas confondre avec jouer sur le secteur fort de l'adversaire. S'il a une aile où il est très fort, il a beaucoup de pièces,
typiquement il a beaucoup de pièces, ou alors la structure de pion fait qu'il est très fort sur cette aile, n'essayez pas de le combattre sur son aile forte. Là, c'est là où ça va mal se passer. C'est le seul bémol par rapport à ça. Identifiez votre moins bonne pièce et replacez-la. On parlait surtout du cavalier D2 dans cette partie. Voilà, mais dans plein de parties, la question de la pièce la moins bien placée revient très très souvent, et ça peut très souvent vous donner des bonnes idées pour savoir quoi faire. Et puis pour finir, identifiez un secteur où vous êtes en surnombre, un secteur où vous êtes plus fort que votre adversaire, ça peut être le centre, l'aile dame ou l'aile roi en gros, et jouez dans ce secteur, voilà, concentrez vos forces sur ce secteur, c'est là où bien sûr ça va être plus intéressant pour vous, où ça peut plus porter ses fruits. Et bien voilà pour le à retenir, j'espère qu'il était assez clair, et on va terminer avec l'exercice. Petit exercice, hein. Vous avez déjà eu beaucoup d'exercices dans cette vidéo avec les 12 questions, donc juste un petit pour finir. Hop, 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 voilà. Position avec un pion d'avance pour les blancs, et plutôt une bonne position pour les blancs. Que faire avec les noirs? Vous devez décider le coup que vous allez jouer avec les noirs. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires, et puis la réponse de cette position sera la semaine prochaine dans le lien qui est dans la description, solution des exercices. Voilà pour cette vidéo. Cette fois, on a fait le tour de cette thématique de la prise de décision stratégique. J'espère que c'était assez clair, que ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laissez un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite plus spécialement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre et qu'elle fasse connaître en même temps la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez un lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Notez que pour les types de 5 € ou plus, vous avez droit à une ou plusieurs masterclass selon le montant de votre type. Des masterclass, c'est des cours que je fais pendant plus de 2 heures, des fois même 2h30 sur une thématique. Et vous avez la liste aussi qui est dans la description. Donc n'hésitez pas à les commander, donc soit avec un tip ou soit tout simplement en m'envoyant un mail. Vous avez aussi mon mail dans un lien de la description sur cours et masterclass. Pour l'instant, j'en suis toujours à une vidéo, même si vous avez vu que mardi j'ai posté la vidéo sur les finales. Sinon c'est le conseil de la semaine le vendredi. N'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine, ou encore ma playlist sur les parties d'amateurs, qui est souvent très appréciée. Donc vous avez dans la liste, si vous allez sur ma chaîne, vous avez un petit onglet playlist, et vous pouvez trouver cette playlist sur les parties d'amateurs. Ça fait déjà plusieurs parties d'amateurs qu'on fait depuis la reprise de septembre des conseils de la semaine. Merci de votre écoute, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!